Loin. Je vous cherche pas dispute, parce que vous savez, DS ou 404, hein, eh ben, c'est exactement la même chose. Pourvu qu'on conduise tranquille, hein. Il suffisait d'un seul sourire pour que toute la France respire un peu mieux. Un sourire immense, unique, presque disproportionné, ce rictus de cheval devenu l'un des emblèmes les plus tendres du cinéma français. Pendant plus de 40 ans, Fernandel a éclairé l'écran comme personne. Dès qu'il apparaissait, les salles se détendaient, les visages s'ouvraient, les soucis se taisaient. On ne regardait pas simplement un acteur. On retrouvait un ami, un oncle, un voisin qui savait transformer la vie ordinaire en éclats de rire sincères. Sa voix chantante, son regard espiègle, sa manière de faire naître la joie avec un simple froncement de lèvres ont accompagné plusieurs générations. Pour beaucoup, Fernandel, c'était la France d'hier, simple, chaleureuse, insouciante. Mais derrière ce visage lumineux, derrière cette énergie comique qui semblait inépuisable, une vérité bien plus sombre se préparait dans l'ombre. Une vérité que ni ses admirateurs, ni même lui ne connaissaient. Car lorsqu'il s'éteint à 67 ans, Fernandel meurt persuadé qu'il est en train de guérir. Il s'imagine revenir devant les caméras, reprendre son rôle, retrouver ce public qu'il a tant aimé. Il ne sait pas, il ne saura jamais, que son corps est ravagé par un cancer fulgurant. Il ne sait pas que chaque sourire de ces derniers mois est né dans une illusion soigneusement entretenue. Et c'est là que commence l'un des chapitres les plus bouleversants de sa vie. Car ce secret n'est pas né du hasard. Une décision a été prise, une décision lourde, intime, presque tragique. Une décision qui pose encore aujourd'hui une question vertigineuse. Qui a choisi de lui cacher la vérité? Et surtout, avait-il le droit? Ce choix, fait par amour, par peur ou par désespoir, a donné naissance à l'un des mensonges les plus déchirants de l'histoire du cinéma français. Un mensonge qui a protégé un homme, mais qui a aussi redéfini ses derniers instants. Voici la véritable histoire de Fernandel. Et ce que vous allez découvrir risque de changer à jamais votre façon de le regarder. Pour comprendre la portée de sa tragédie, il faut revenir à ce qu'était réellement Fernandel avant que l'ombre ne s'installe. Tout commence à Marseille, dans un foyer modeste où la musique et les parfums d'opérette se mêlaient à l'odeur du maquillage. Ses parents, employés le jour, devenaient le soir des artistes de café-concert, offrant au jeune Fernand un premier contact avec la scène. C'est là, dans les coulisses enfumées, qu'il découvre la magie du spectacle, cette capacité miraculeuse de faire oublier la vie pendant quelques instants. Pourtant, la réalité rattrape vite le rêve. Par devoir familial, il travaille d'abord dans une banque, puis dans une savonnerie. Mais son cœur n'y est pas. Il imite les artistes, apprend des chansons, cherche sa voix. Et c'est l'amour qui va tout changer. Lorsqu'il rencontre Henriette, la sœur d'un ami, c'est un coup de foudre absolu. De cette rencontre naît non seulement un lien indestructible, mais aussi son nom de scène. Un jour, la mère d'Henriette l'aperçoit et s'exclame en riant « Tiens, voilà le Fernand d'Henriette !» Le surnom deviendra Fernandel, et ce choix, presque anodin, marquera l'histoire du cinéma. Marié très jeune, soutenu sans faille par sa femme, il sillonne les petites scènes de province. Paris finira par l'adopter, et en 1932, le Rosier de Madame Hussan révèle son génie comique. Puis vient la consécration. Angèle, sous la direction de Marcel Pagnol, un rôle dramatique où son humanité bouleverse les critiques. Dès lors, il devient l'acteur aux deux visages, capable de faire rire aux larmes ou d'émouvoir jusqu'au silence. Les décennies suivantes confirment son statut de monument culturel. La série Don Camillo le transforme en icône internationale. La vache et le prisonnier fait de lui un symbole de tendresse et de résilience. Il forme une amitié profonde avec Jean Gabin, partage ses succès avec Gino Cervi et incarne, qu'incarne pour des millions de personnes, la chaleur de la France éternelle. Un homme fidèle, un mari dévoué, un père présent, un artiste aimé. Ce que personne n'imaginait, c'est que derrière cette carrière exemplaire, la vie réservait une dernière épreuve où le rire ne suffirait plus à protéger l'homme. Les premiers signes arrivent
sans prévenir, presque comme une fatigue banale. Fernandel vient de franchir le cap des 67 ans, mais son énergie semble intacte. Il se prépare à repartir en Italie pour un nouveau tournage de Don Camillo, persuadé qu'il a encore de longues années de travail devant lui. Pourtant, quelque chose cloche. Une douleur discrète au niveau de la poitrine, d'abord ignorée, commence à devenir plus vive, plus insistante. À Marseille, quelques mois plus tôt, il avait consulté pour ce même malaise. Les médecins avaient diagnostiqué un simple kyste, une petite masse à retirer, rien de grave. On lui assure que l'opération sera bénigne. Confiant, il se laisse opérer à Paris. L'intervention se passe bien, du moins en apparence. Mais lorsque le chirurgien analyse la tumeur retirée, la vérité tombe comme une lame froide. Ce n'est pas un kyste. C'est un cancer du poumon, avancé, agressif, déjà propagé. Le choc est immense. Pas pour Fernandel, qui dort encore après l'opération, mais pour ceux qui l'entourent. Grit. Henriette, son épouse depuis près d'un demi-siècle, s'effondre. Leur fils Franck, lui aussi présent, reste pétrifié. Tout s'écroule en un instant. Comment annoncer une telle nouvelle à un homme qui a consacré toute sa vie à donner de la joie aux autres? Comment trouver les mots pour dire l'indicible? Le médecin les regarde, conscient du poids moral qu'il est en train de placer entre leurs mains. Dans les années 70, un diagnostic de cancer est perçu comme une condamnation immédiate. Le mot lui-même est tabou, effrayant, presque imprononçable. Henriette comprend alors que la décision qu'ils prendront changera non seulement la fin de vie de son mari, mais aussi sa propre conscience. Car la question n'est plus médicale, elle devient profondément humaine. Dire la vérité ou la protéger. Lorsque Fernandel se réveille de son opération, tout semble maîtrisé. Les médecins lui sourient, Henriette lui tient la main, Franck garde un calme fragile. On lui dit que l'intervention s'est bien déroulée, qu'il ne s'agissait que d'une pleurésie tenace. Une inflammation, oui, mais parfaitement traitable. Rien d'alarmant. Quelques séances de radiothérapie, un peu de repos, et il pourra reprendre son travail. Fernandel soupire de soulagement. Il y voit presque un contretemps, un obstacle mineur à sa volonté farouche de retourner devant la caméra. Mais derrière cette façade apaisante, la réalité est tout autre. Une réunion a déjà eu lieu avant qu'il n'ouvre les yeux. Henriette, Franck et le chirurgien se sont retrouvés dans un couloir froid de l'hôpital, presque à l'écart du monde. Le médecin a posé les mots que personne ne voulait entendre. Cancer, métastase, stade avancé, aucun espoir véritable de guérison. Le temps est compté. Henriette s'effondre d'abord, puis se relève, comme si un instinct ancien la forçait à tenir debout. Elle connaît son mari mieux que quiconque. Elle sait sa sensibilité, son besoin de croire en l'avenir pour continuer d'avancer. Elle sait aussi que l'idée d'une maladie incurable pourrait l'éteindre moralement avant même que le mal ne détruise son corps. À cette époque, le mot cancer fait peur à toute une génération. On n'en parle pas. On le cache, on l'entoure de silence. Le médecin, presque embarrassé, leur explique que certaines familles choisissent de taire la vérité. Ce n'est ni légalement recommandé, ni moralement simple, mais cela arrive souvent. Beaucoup pensent que préserver l'espoir, même illusoire, peut offrir une fin plus douce. Henriette écoute, le cœur déchiré, et comprend que ce choix, si elle le fait, sera irréversible. Franck, lui, hésite. Il a hérité de la sincérité de son père, de sa droiture. Mentir lui semble trahir l'homme qui lui a tout appris. Mais lorsqu'il regarde sa mère, lorsqu'il imagine Fernandel apprenant qu'il n'a que quelques mois à vivre, quelque chose en lui se fige. Peut-être que dire la vérité serait le laisser mourir 2 fois, une fois dans la peur, une fois dans son corps. Alors, ils prennent la décision. À 3, ils demandent au médecin de continuer à jouer le jeu, de maintenir l'illusion de la pleurésie. Ils inventent un récit, une guérison lente, des traitements destinés soi-disant à assécher la plèvre. Chacun prononce les mots comme s'il signait un pacte secret. Un pacte fait d'amour, d'angoisse et d'une forme de désespoir. Un pacte
qui les poursuivra longtemps. Quand Fernandel sourit en entendant qu'il va guérir, Henriette détourne légèrement les yeux. Le mensonge vient de commencer, et personne ne peut encore imaginer à quel point il va compliquer la suite. Quelques semaines après son opération, persuadé qu'il se remet d'une simple pleurésie, Fernandel reprend la route de l'Italie. À Bresello, le village où naît le petit monde de Don Camillo, l'équipe l'attend avec impatience. Les techniciens l'accueillent avec chaleur, Gino Cervi lui ouvre les bras comme à un frère de longue date. Rien, à première vue, ne semble différent. Fernandel retrouve les décors familiers, la soutane noire, l'odeur de plateau, la douce excitation d'un tournage qui commence. Mais derrière les apparences, quelque chose se fissure. Très vite, il se fatigue. Il s'assoit plus souvent. Son souffle est court. Sa voix perd parfois de sa rondeur si reconnaissable. Gino Cervi, qui l'observe discrètement entre deux prises, sent une inquiétude sourde monter en lui. Il se doute que l'état de son ami est plus grave que ce que Fernandel croit, mais il respecte le silence. Il joue le jeu, comme tout le monde. Puis viennent les premières scènes difficiles. Là où Fernandel brillait autrefois par sa précision, sa spontanéité, son énergie, il se met à hésiter. Il oublie son texte. Il demande à refaire une prise. Lui, l'homme à la mémoire prodigieuse, se voit soudain confronté à des trous noirs qui l'angoissent. Il plaisante pour masquer son malaise, mais l'équipe commence à échanger des regards inquiets. La scène charnière survient un matin gris, apparemment banal. Fernandel doit soulever une jeune actrice pour un gag prévu dans le script. Elle est légère, à peine 50 kilos. Toute sa vie, il a porté des partenaires plus lourds sans même y penser. Mais ce jour-là, il essaie une première fois. Son corps tremble. Une deuxième fois, ses bras cèdent. À la troisième tentative, il s'effondre. Pas seulement physiquement, mentalement. Il reste au sol, incapable de se relever immédiatement, le souffle brisé, les yeux perdus. Le plateau se fige. Gino Cervi accourt, s'agenouille près de lui, pose une main sur son épaule. Fernandel murmure qu'il ne comprend pas, que son corps le trahit sans raison. Il répète « Ce n'est qu'une pleurésie, non ? Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas ?» Et personne n'a le droit de répondre. Personne n'a le droit de dire la vérité. L'incident fait l'effet d'un coup de tonnerre. La compagnie d'assurance, alertée, envoie immédiatement ses médecins. Après une évaluation express, la décision tombe, froide, implacable. Fernandel n'est plus apte à poursuivre le tournage. Le contrat est rompu. Le rôle de Don Camillo sera confié à un autre acteur, Gaston Moschine, et plusieurs scènes déjà tournées devront être refaites. Quand la nouvelle lui parvient, Fernandel est de retour en Provence pour se reposer. Il s'attend à recevoir un message de soutien, peut-être même de patience. Il tombe sur une annonce administrative, brute, sans égard. Pour lui, ce n'est pas seulement une humiliation professionnelle, c'est une déchirure intime. Don Camillo n'était pas un rôle comme les autres. Il faisait partie de lui. Être remplacé revient à lui retirer une partie de son identité. Henriette tente de le consoler, Franck aussi. Mais rien n'apaise ce sentiment de trahison. Fernandel sent qu'on lui a pris quelque chose de vital. Il ne sait pas que la maladie l'a déjà commencé. Il sait seulement que, pour la première fois de sa vie, il a perdu la force de rire. De retour à Paris, Fernandel s'installe dans son appartement élégant de l'avenue Foch. L'endroit, d'habitude baigné de rire, de discussions de projets, de visites d'amis, devient peu à peu un refuge silencieux. Il se repose, comme on le lui a conseillé, persuadé que sa fameuse pleurésie a laissé des traces tenaces. Il croit, sincèrement, que le temps fera son œuvre. Il s'accroche à cette idée comme à une planche de salut. Chaque matin, Henriette lui apporte le journal, ajuste ses oreillers, s'assure qu'il mange un peu. Elle lui parle doucement de l'avenir, de films possibles, de projets qu'il pourrait reprendre une fois guéri. Elle sourit, mais derrière chaque sourire se cache une douleur sourde. Dans la cuisine, lorsque la porte de la chambre se referme, elle s'effondre parfois dans le silence, sans un mot, pour ne pas trahir la promesse faite à son mari. Lui offrir la paix jusqu'au bout. Fernandel, lui, s'impatiente. Il veut remonter sur un plateau. Il veut retrouver ses partenaires, son public.
Les médecins, complices malgré eux, renouvellent la fable. La radiothérapie, disent-ils, est là pour assécher la plèvre. Avec un optimisme désarmant, il se réjouit même que la douleur baisse certains jours. Il se convainc que son retour est proche. Sa dernière interview télévisée, enregistrée quelques mois avant sa mort, est un document bouleversant. Le visage est aminci, la voix éteinte, mais il parle avec douceur. Il évoque la fatigue, le tournage arrêté, mais il affirme qu'il va mieux, que la convalescence suit son cours. Il laisse entendre que Don Camillo pourrait avoir été son dernier film, non parce qu'il se sent condamné, mais parce qu'il a besoin de repos. On le regarde, aujourd'hui, avec le cœur serré, car lui ne savait rien. Pas même que l'équipe, derrière la caméra, avait été informée de sa véritable maladie. Les semaines passent, et la maladie progresse à une vitesse foudroyante. Il se lève de moins en moins. Ses forces l'abandonnent. Pourtant, jusqu'au dernier moment, il garde une lueur d'espoir. Il demande parfois à Henriette « Quand est-ce que je pourrai reprendre ?» Elle répond toujours avec la même voix douce, presque un murmure « Bientôt, mon amour, bientôt. » Le 12 février 1971, au petit matin, Fernandel s'éteint dans son logement parisien, paisiblement, sans jamais avoir su que ce qu'il croyait être une pleurésie n'était autre qu'un cancer implacable. Sa famille reste auprès de lui, brisée mais fidèle à leur choix. Pour le public, l'annonce officielle évoque une crise cardiaque, des complications pulmonaires. La vérité, elle, restera enfouie pendant des années. Et derrière le rideau définitivement tombé, une question plane encore. Le mensonge l'a-t-il protégé, ou l'a-t-il volé de sa vérité ultime ? Lorsque Fernandel disparaît, la France perd bien plus qu'un comédien. Elle perd un visage familier, une présence rassurante, une part entière de son propre imaginaire collectif. Pendant plusieurs jours, les journaux, les radios, les cafés de quartier ne parlent que de lui. On évoque sa gentillesse, ses succès, sa fidélité en amour, son talent immense. Les Français pleurent un homme qui avait su entrer dans leur vie comme un membre de la famille. Mais ce qu'ils ignorent encore, c'est l'histoire cachée derrière ces derniers mois, une histoire qui, elle, ne sera révélée que bien plus tard. C'est Franck, son fils, qui finira par lever le voile des décennies après la mort de son père. Dans ses mémoires, il raconte tout. La découverte du cancer, la réunion à l'hôpital, le pacte silencieux décidé dans l'urgence et la peur. Il écrit sans détour la douloureuse vérité. Leur intention n'avait jamais été de mentir par lâcheté, ni de manipuler un homme qui méritait de tout savoir. Leur choix était celui de l'amour et de la protection, nourri par un contexte médical où le mot cancer résonnait comme une condamnation immédiate. Pour préserver l'espoir de Fernandel, même fondé sur une illusion, était la seule manière de lui offrir une fin douce, sans panique, sans terreur. La révélation secoue les lecteurs. Certains comprennent, d'autres s'interrogent. Le débat moral s'ouvre naturellement. A-t-on le droit de cacher la vérité à quelqu'un sur sa propre vie ? Un mensonge, même né de l'amour le plus pur, peut-il être justifié ? Les avis divergents, mais tous s'accordent sur une chose. Cette décision témoigne d'un lien familial intense, d'une loyauté profonde, presque sacrificielle. Au-delà de ce secret, l'héritage artistique de Fernandel demeure colossal. Plus de 150 films, des chansons devenues patrimoine, des personnages immortels. Sa collaboration avec Marcel Pagnol a marqué l'histoire du cinéma français. Angèle, Regain, la fille du puisatier. Des rôles où il a su prouver qu'il n'était pas seulement un clown, mais un acteur capable d'émouvoir d'un simple regard. Avec Don Camillo, il conquiert le monde, devenant une icône internationale. Le duel drôle et tendre avec Gino Cervi symbolise encore aujourd'hui l'une des plus belles complicités du cinéma européen. Il y a aussi son amitié avec Jean Gabin, indestructible. Deux monuments, deux personnalités opposées, mais un respect absolu. Lorsque Gabin apprend la mort de son ami, il est profondément dévasté. Lui, le vieux lion, laisse tomber le masque. Il décrit Fernandel comme un homme d'une droiture rare, un compagnon de route, une âme fidèle.
Leur société GAFE restera comme le symbole d'une ambition partagée, celle de créer en toute liberté, loin des contraintes des studios. Mais au-delà de la célébrité, c'est l'homme que les gens continuent de porter dans leur cœur. Un homme simple, pudique, profondément attaché à sa famille. Un artiste qui n'a jamais cherché le scandale, qui vivait avec une générosité discrète. On se souvient de lui comme du visage de la tendresse, de la joie, de la bienveillance. Aujourd'hui encore, revoir Fernandel sur un écran, c'est retrouver un fragment d'un monde disparu. C'est sentir une chaleur familière. C'est sourire sans réfléchir. Mais c'est aussi, désormais, regarder ce sourire avec une nuance nouvelle. Savoir que derrière cette lumière immense se cachait une ombre que lui-même n'a jamais connue. L'histoire de Fernandel n'est pas seulement celle d'un acteur légendaire. C'est celle d'un homme aimé, jusqu'au point où ceux qui l'aimaient ont choisi de lui offrir une vérité douce plutôt qu'une fin douloureuse. Un homme dont la dernière scène fut jouée dans l'ignorance, mais aussi dans la paix. Et peut-être est-ce là, finalement, la plus grande preuve d'amour.